C'est vendredi et c'est l'heure des informations sur Canal Bunkera. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, les missions, les visions et l'exécution du service administratif des douanes ont été dépeints ce vendredi par les responsables de la douane devant les hommes et les femmes de médias. Et puis en Guinée équatoriale, c'est parti pour le premier sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la crise humanitaire. Les conflits armés internes, les conflits intercommunautaires, les conséquences du changement climatique sont entre autres les points abordés au cours de cette rencontre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Bunkera. La Direction générale des douanes a organisé une conférence de presse ce vendredi au cours de laquelle elle a donné des informations sur ses missions, la vision et l'exécution du service au niveau de l'administration des douanes. Plus de détails avec Gidon Tapsoba, Antoinette Beno. La Direction générale des douanes était face à la presse ce matin pour décliner sa nouvelle mission, vision et exécution du service de l'administration des douanes dans un contexte de crise sécuritaire. En effet, la mission fiscale, économique et d'appui à d'autres administrations et institutions sont ses trois principales missions. Sa vision est de faire de la douane à l'horizon 2026 une administration rénovée et résiliente pour un Burkina meilleur. Pour y parvenir, 4 axes sont recommandés. L'axe stratégique 1, consacré au management moderne, professionnel et promotion de l'intégrité. L'axe stratégique 2, portant sur la mobilisation optimale des recettes douanières et la facilitation des échanges. L'axe stratégique 3, relatif à la communication, la transparence et le développement du partenariat. Et enfin, l'axe stratégique 4, lié à la protection de la société et de l'environnement. Pour atteindre les objectifs consignés dans ces axes stratégiques, il faut appliquer le tarif extérieur commun de la CEDEAO ainsi que les dispositions du Code général des impôts relatives à la TVA et aux droits d'accise pour la perception des droits et taxes. Appliquer le Code des douanes, CEDEAO, IMOA et national pour les procédures de dédouanement des marchandises sous tous les régimes douaniers. Observer le code d'éthique et de discipline générale. Mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité. Dérouler convenablement le programme anticorruption et de promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Et enfin, appliquer tous les autres textes en vigueur. Pour plus d'efficacité, des actions fortes sont en train d'être menées par la DGD, notamment développer une plateforme de télépaiement des droits et taxes de douane dans le cadre d'un projet dénommé e-douane. Informatiser le laissez-passer et le certificat de mise à la consommation. Mettre en place l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières, OCODE, qui œuvrera à l'accélération des procédures relatives au dédouanement des marchandises dans les offices et à éviter les tracasseries de toutes sortes. Mettre progressivement en place le programme opérateur économique agréé en vue de simplifier la procédure de dédouanement pour les opérateurs économiques dits fiables. Comment la douane lutte-t-elle contre la corruption, la fraude, surtout dans les zones à défi sécuritaire? La fraude est banalisée par les populations qui souvent s'opposent à l'action des services des douanes. Cette situation est encore plus difficile dans le contexte où notre pays vit en tout cas les attaques terroristes. Il faut signaler que beaucoup de zones aujourd'hui sont occupées et dans lesquelles les services de douane ont dû abandonner leurs positions. Nous essayons tant bien que mal de continuer nos actions de lutte contre la fraude dans les endroits où cela est possible. Nous essayons d'organiser des missions conjointes qui impliquent l'armée, des fois la police et la gendarmerie. Et dans ces contextes-là, les services de douane participent pour continuer la mission de lutte contre la fraude.
Mais ce que déplore la DGD, c'est qu'elle ne bénéficie pas du soutien de la population dans cette lutte. Aussi, à cette conférence de presse, la Direction générale des douanes déplore certaines allégations faites à son égard. Toutefois, elle invite les citoyens, surtout les opérateurs économiques et usagers des services des douanes, à toujours cultiver un esprit de civisme fiscal, à accompagner et soutenir les services des douanes dans l'exécution de leur mission. Un nouveau temple s'ouvre dans la région ecclésiastique de Zabré. Ce dimanche 22 mai 2022 a eu lieu dans la ville de Zabré la pose de la première pierre du temple Ebenezer sur initiative du pasteur Roger Zinsoni, missionnaire des Assemblées de Dieu en Italie. Le conseil régional de l'église a pris part activement à cette cérémonie. Les détails dans ces images de Gédéon Tapsoba. Après quelques jours d'évangélisation, des personnes donnent leur vie à Christ. Attendre la guerre, l'attendre Ouattara puis Gbagbo, ils ont venu mélanger nous les Burkinabés. C'est sur ça j'ai abandonné à l'église. Mais maintenant j'ai vu, quand j'ai laissé l'église, ça ne me tient pas. Et quand vous devez venir, je suis me présenter hier. Et moi, je voulais dire qu'à arrêter derrière moi, que je n'ai qu'à continuer mon prière jusqu'à ma mort. Et pour la croissance spirituelle de ces nouveaux convertis, il leur faut une assemblée. Ainsi s'ouvre une nouvelle église des Assemblées de Dieu dans la région ecclésiastique de Zabré, née de la vision du pasteur Roger Zinsoni, missionnaire en Italie. Le Seigneur a mis dans le cœur la vision de la mission. Étant sur le terrain, sur la mission, le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses, que non seulement j'ai la vocation de la mission, mais j'ai un ministère apostolat. Et c'est ce qui a mis à cœur, non seulement rester à l'extérieur, mais je devais revenir aussi préparer mon retour, parce qu'on ne va pas en mission pour rester. Oui, je serai de temps en temps c'est trop dit, le moment que le Seigneur permettra seulement, quand c'est possible, je viendrai les rendre visite. Le pasteur Zinsoni étant missionnaire en terre italienne, le temple Ebenezer, qui fait ses premiers pas avec 11 convertis, sera dirigé par un jeune couple sous la tutelle de l'église centrale des Assemblées de Dieu de la ville de Zabré. J'ai 3 conseils à les donner. D'abord, c'est de prier efficacement. Deuxièmement, annoncer la parole de Dieu efficacement. Troisièmement, ceux qui vont se convertir, qu'ils puissent prendre soin d'eux afin de les éduquer dans la foi, qu'ils connaissent vraiment le Seigneur comme leur sauveur. Voilà ces 3 conseils que j'ai à donner. Quant au programme de l'église plutôt, donc mardi soir, ça sera une prière, réunion de prière. En tout cas, vendredi soir aussi, ça sera aussi une réunion de prière. Ouverture d'église assez exceptionnelle selon le président du conseil régional de Zabré, car le pasteur principal résident hors du pays. Cependant, le pasteur Joël Lenga espère que ce temple impactera des vies au point où plusieurs autres âmes seront gagnées à Christ. C'est une nouvelle église qui est née aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, quand on va continuer à évangéliser, les gens qui sont à côté, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, seront sauvés. C'est l'avantage comme ça pour Jésus-Christ. Il est né pour nous sauver. Il est mort, ressuscité pour nous sauver. Donc moi j'ai la foi que ça va apporter beaucoup des âmes dans la région des Zabré et en particulier dans la ville des Zabré. Ils sont venus de l'Italie pour assister à la matérialisation de ce projet. Eux, ce sont les invités d'honneur du pasteur principal et par ailleurs partenaires de la Grande Commission à Zabré. Les membres de l'association Ebenezer s'engagent à soutenir la construction de cette église. Noi come Ebenezer, Seulement, nous allons soutenir l'église, mais nous allons soutenir cette nouvelle église qui vient de naître en prière et nous allons la soutenir aussi par rapport à la construction. Et nous allons prier aussi pour le jeune pasteur qui va prendre, qui va s'occuper de cette œuvre-là et nous prions qu'il soit fidèle et soit juste afin que nous puissions l'accompagner.
La pose de la première pierre du temple dénommé Ebenezer est intervenue en présence des responsables ecclésiastiques de Zabri. C'est sur un terrain de 1600 m² que le pasteur Zinsoni compte d'abord mettre en place un tabernacle afin de commencer l'œuvre et ériger un bâtiment d'église à hauteur de 70 millions de francs CFA dans les mois à venir. Je vous l'annonçais en titre, le premier sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la crise humanitaire s'est ouvert ce vendredi en Guinée équatoriale. Les conflits intercommunautaires, les conflits armés internes, les conséquences du changement climatique sont entre autres les points abordés par les chefs d'État au cours de cette rencontre. La multiplication des conflits armés internes prolongés en passant par les conflits intercommunautaires ou encore les multiples effets du changement climatique, les raisons de la sous-alimentation du continent sont diverses et variées. C'est dans le but de trouver des solutions que les chefs d'État sont réunis à Malabo en Guinée équatoriale pour ce premier sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la crise humanitaire. À ce jour, l'UA a recensé 113 millions d'Africains ayant besoin d'une aide d'urgence, dont 48 millions de réfugiés. Une conférence de donateurs devra déboucher sur une mobilisation de fonds afin de venir en aide à ces couches vulnérables. Notons que l'Union africaine dépend pour son budget de fonctionnement à près de 75% de ses aides. Et puis dans un quartier résidentiel de Kigali au Rwanda, des hôtels s'apprêtent à accueillir des demandeurs d'asile des Royaumes-Unis. Dans ce quartier résidentiel de Kigali, c'est l'effervescence. Ici se trouve l'hôtel Desire, dont les clients seront dans quelques jours remplacés par des demandeurs d'asile transférés par le Royaume-Uni. Alors le personnel s'active pour tout nettoyer de fond en comble, pour leur assurer un accueil et un séjour de qualité au Rwanda. Nous accueillerons ces migrants à bras ouverts. Nous essaierons de leur faire oublier leurs problèmes qui les ont poussés à quitter leur pays. Nous voulons faire en sorte que l'idée de traverser la Méditerranée ne revienne jamais dans leur cœur. Nous voulons que leur cœur soit rempli de joie dans ce pays. Comme cet hôtel, d'autres établissements se préparent eux aussi à accueillir des demandeurs d'asile. Il y a un mois, Londres et Kigali ont signé un accord controversé pour envoyer des migrants de diverses nationalités du Royaume-Uni vers le Rwanda. Le contrat entre le Rwanda et le gouvernement britannique est clair. Tous les coûts seront supportés par le gouvernement britannique. Donc les hôtels, si les gens veulent aller étudier, si les gens veulent aller se faire soigner, tout sera payé par le gouvernement britannique. Dans un premier temps, c'est Londres qui financera le dispositif à hauteur de 120 millions de livres, environ 150 millions de dollars. S'ils le souhaitent, certains de ces migrants pourront s'installer définitivement au Rwanda. Ils seront intégrés, on va leur expliquer ce que c'est le Rwanda, la culture rwandaise, leur apprendre le Kinyarwanda. Et puis, vous savez, s'ils doivent par exemple étudier à l'université ou à l'école secondaire, on étudie dans d'autres langues, en anglais, en swahili ou en français. Je pense que pour la plupart des migrants, ça ne sera pas un problème. Mais on a tout un programme pour pouvoir les intégrer facilement. Le Rwanda pourra accueillir des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir selon le gouvernement britannique. Une telle mesure est déjà appliquée dans d'autres pays comme l'Australie avec les îles Pacifiques. Le Danemark avait également envisagé d'envoyer ses demandeurs d'asile vers des pays africains. Nous parlons Festival Cannes 2022 dans cette édition, un film sensible sur la condition animale. Dans ce long métrage, le réalisateur polonais Jerzy ose faire d'un âne le personnage principal d'un film à la photographie spectaculaire. Le film Ian est l'un des longs métrages les plus inclassables en compétition à Cannes cette année. Son réalisateur, Jerzy Skolimowski, l'un des grands maîtres du cinéma polonais, livre ici un film sensible sur la condition animale. Âgé de 84 ans, il n'a pas pu faire le déplacement à Cannes pour raison de santé. C'est donc sa compagne et productrice qui représente le film sur la croisette. C'est son film le plus sincère parce que son amour pour les animaux est vrai. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Je peux le voir au quotidien dans la manière dont il se comporte avec notre chien.
et quel genre d'émotion il a dans la façon dont il joue avec lui. C'est une impression que je ressens. Ho mangiato chili e chili di carne, centinaia. Penso che una volta ho mangiato anche il salame, quello vero, carne d'asino. Ian raconte l'errance d'un âne en proie à la folie des hommes. Sur son chemin qui le conduit de Pologne en Italie, il fait l'expérience de la joie et de la douleur et rencontre Vito, joué par Lorenzo Zurzolo, un acteur à suivre. J'ai passé une audition en Italie parce qu'il cherchait un acteur italien. À la première audition, il n'était pas là, bien sûr. Et puis on a fait une autre audition avec lui. Et quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite trouvés. Il m'a expliqué son idée du film, son idée du personnage. Et j'étais vraiment excité parce que j'étais un grand fan de lui. De par sa photographie et son esthétique exceptionnelle, son originalité narrative sans précédent et une liberté totale dans son propos, ce film unique risque fort de figurer au palmarès du Festival de Cannes ce samedi soir. Nous parlons de nature dans cette édition. En Espagne, la réserve naturelle de Doñana se dessèche dangereusement. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce parc est menacé par l'agriculture intensive des fraises. En Espagne, le parc national de Doñana, l'une des plus grandes zones humides d'Europe, se meurt. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce parc est menacé par l'agriculture intensive des fraises, très gourmande en eau, une eau qui ne cesse de diminuer. En cause, réchauffement climatique et surexploitation des nappes phréatiques, souvent par le biais de puits illégaux. La surexploitation des eaux souterraines détruit les zones humides de Doñana et je suis très sceptique. Nous avons besoin de changements radicaux, des changements radicaux qui incluraient l'arrêt de la surexploitation des eaux souterraines et la fermeture des puits, ce qui doit être fait par l'administration. Nous devons arrêter de prélever autant d'eau et limiter les prélèvements actuels en les réduisant de moitié. Les cultures ont besoin de l'eau dont elles ont besoin. Dans la municipalité d'Almonte, nous avons 4200 hectares de terres irriguées. S'ils réduisent l'approvisionnement en eau de moitié, nous devrons réduire de moitié les cultures. Nous devrons réduire notre exploitation de 2100 hectares. Ce sera notre perte. Un projet de régularisation des exploitations illégales déchire agriculteurs, élus et militants écologistes. Un projet sans danger pour ce représentant de Vox. À Huelva, il n'y a pas de problème d'eau, c'est un mensonge, un problème artificiel qui a été créé. Doñana n'est pas en danger si ces travaux sont effectués. Le problème a une solution simple qui consiste à transférer l'eau de la rivière El Chanza jusqu'au comté. C'est aussi simple que cela. Cette solution a des jours comptés, car quand il y a un manque de pluie, il y a un manque partout. Le changement climatique nous affecte et affecte les bassins excédentaires. Donc ce que nous devons faire, c'est repenser le modèle Doñana. En 2014, le gouvernement andalou avait voulu remettre de l'ordre dans la culture des fraises. 9000 hectares avaient été régularisés, mais 2000 autres ont été classés comme illégaux. Première région exportatrice de fruits rouges en Europe, la province andalouse de Huelva, où se situe Doñana, produit 300 000 tonnes de fraises, soit 90% de la production espagnole. Modèle de tolérance et de coexistence dans les hôpitaux israéliens, soignants juifs et arabes n'ont qu'un seul ennemi, la maladie. Entre ces quatre murs, divisions politiques s'infiltrent rarement. Nous sommes à l'hôpital Shebat El Hashomer de Ramat Gan, à quelques kilomètres de Tel Aviv. Je crois que dès que les gens franchissent les portes de l'hôpital, toutes ces frontières disparaissent. Loa est interne en médecine au service des urgences de l'hôpital. Selon elle, ici, le personnel médical et les patients dépassent les problèmes liés aux différences religieuses et politiques.
pour se focaliser sur leur métier et les soins à prodiguer aux malades. Quand un médecin arabe ou un médecin musulman vient examiner un patient, les barrières qui existent en dehors de l'hôpital disparaissent. Et le patient ne voit en vous qu'un médecin, un professionnel de santé responsable des soins dont il a besoin. Une coexistence et une coopération souvent éclipsées par le contexte politique en Israël. Pour ces deux membres du personnel de l'hôpital Sheba, la véritable coexistence repose sur la compréhension et le compromis. Nous essayons toujours de dire que c'est bien d'être différent, c'est bien d'être ensemble. Quelque chose qui, de mon point de vue, devrait être évident, mais qui malheureusement ne l'est pas. Et je pense que s'il y a encore des gens dans le monde comme Noah ou moi, peu importe ce que deviendra le monde, il sera un monde bon. Juifs et Arabes sont parfois conditionnés au sein de leurs sociétés respectives à s'appréhender sous un jour négatif, éduqués à la méfiance mutuelle. Noah, elle, a choisi d'investir son énergie à abattre ces murs et à combler ce fossé. J'organise des ateliers sur la coexistence et la sensibilisation aux autres cultures. Les médecins, les infirmières, le personnel administratif viennent, nous leur donnons des conférences, ils font des simulations avec des acteurs et se mettent dans la peau de personnes de cultures différentes pour comprendre ce que les autres peuvent ressentir. Les efforts de Noah conduisent au dialogue intercommunautaire à l'hôpital Sheba Tel HaShomer. Je donne par exemple des conférences sur la culture ultra-orthodoxe, la communauté dont je suis issue. J'explique ces sensibilités, les difficultés que nous pouvons rencontrer ici à l'hôpital. En général, j'enseigne aussi les mots que les ultra-orthodoxes utilisent. Pour certains, c'est la première fois qu'ils entendent parler de cette culture. C'est donc un outil efficace qui a un impact et qui rend l'expérience du patient beaucoup plus agréable. Sheba n'est qu'un exemple de l'impact positif que peut avoir la coopération intercommunautaire dans le secteur de la santé. Je pense que l'exercice de la médecine en Israël peut servir de modèle pour la paix, en particulier dans le contexte des événements que nous avons connus au Moyen-Orient ces dernières années. Ici, vous le voyez, le personnel, médecins, infirmières, travailleurs sociaux, diététiciens, travaillent tous ensemble dans une seule et même équipe. Nous nous entendons tous très bien et cela peut servir de modèle pour le reste du pays, pour le reste du Moyen-Orient. Noah, Lena, Loua et le docteur Eurenberg sont convaincus que la coexistence et la compréhension sont la seule voie vers un avenir égalitaire pour Israéliens et Palestiniens. Mais ils reconnaissent que faire abstraction de l'actualité souvent violente est parfois difficile. Vivre dans un tel pays où tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez est lié à la politique, à la religion, aux différences, ce n'est pas simple. Je pense que la vie ici en Israël est très complexe. Vous ne pouvez pas complètement gommer ce qui se passe à l'extérieur et venir ici à l'hôpital comme si de rien n'était. C'est impossible. Lena l'a dit aussi. La réalité de la vie en Israël nous accompagne partout. C'est particulièrement vrai pour elle. À l'hôpital, nous recevons par exemple les blessés des attaques terroristes. Microcosme de la composition sociale israélienne, Sheba travaille à faciliter ce dialogue parfois compliqué, voire inexistant, entre Arabes et Juifs. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 17% des médecins du pays et 25% des infirmières sont arabes. C'est pendant la crise sanitaire du Covid-19 que leur impact dans le système de santé israélien a été particulièrement mis en lumière. Nous sommes en fin de semaine et comme toute fin de semaine, nous méditons un verset biblique. Romains le chapitre 10 à partir du verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que nous entendons et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans un monde assez instable, comment pouvons-nous entendre la parole de Dieu pour avoir la foi? Eh bien, il nous suffit juste de méditer la Bible car c'est là que nous pouvons entendre la voix de Dieu afin de garder la foi face à toutes les difficultés auxquelles nous faisons face chaque jour. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis Houndé. Bonsoir à vous. Aristide Ouedraogo a réalisé cette édition.